J'ai le droit à combien? J'ai le droit à 32 minutes 42. Bon, bah, bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Et bonjour aux nouveaux abonnés. Il se passe des drôles de trucs sur YouTube, ça c'est sûr, parce que je devrais au moins être à 20 abonnés et il me marque tout le temps. Je sais la liste que j'ai. À chaque fois que j'ai un nouveau abonné, je le sais. Donc, il se passe des drôles de trucs sur YouTube, ça c'est sûr. Ça pour être drôle, c'est drôle. Parce que je suis abonné à une chaîne sur laquelle c'est quand la personne me présente une vidéo dans laquelle on voit une femme qui se fait casser le nez. Bon, c'est sûr, c'est violent à voir. Alors, j'ai cliqué dessus. Et puis, qu'est-ce qu'ils m'ont demandé? Veuillez donner une photocopie de votre carte d'identité ou alors la carte de votre crédit, enfin la carte bancaire. Non, mais ils se foutent pas de la gueule du monde, non. Il faut que je preuve, que je donne la preuve, excusez-moi, je suis énervé. Il faut que je donne la preuve par ces deux supports que je suis vraiment moi-même et que j'ai vraiment l'âge que j'ai. Hein? Mais ça devient du n'importe quoi. On n'est même plus libre de rien. On n'est même plus libre de rien. Et ils ne croient pas que je vais mettre ma carte d'identité ou ma carte de crédit sur mon téléphone. Si je me fais pirater, on va avoir tout. Non mais ils rigolent pas, non? Mon compte, c'est bien mon compte, hein, GML et tout ça, c'est bien moi. Non mais ça devient n'importe quoi. Alors j'ai écrit à la personne, y est pour rien, j'ai écrit à la personne qui a fait cette vidéo, je lui ai dit je sais que tu y es pour rien, mais j'ai dit c'est quand même pas normal qu'on en vient à un moment donné, ou c'est qu'il faut qu'on justifie de qui on est et quel âge on a. Ça devient du n'importe quoi. Je sais bien qu'ils veulent protéger les enfants, ça c'est sûr, mais bon, ils se doutent bien que ma chaîne, ils voient bien que c'est moi, c'est pas personne d'autre. Donc je suis pas contente. De toute façon, j'irai pas voir des trucs plus violents. Je l'ai vu la vidéo, je l'ai vu la dame comme elle s'est fait tabasser. Bon, j'ai vu après la tête qu'elle avait. Elle a été filmée, on l'a vu. Puis maintenant, avec la même personne qui avait filmé sous un autre angle, on voyait pas tout. Il avait pas mis tout. Puis j'en ai vu d'autres qui l'ont mis. Hein, la dame, elle était naze par terre. Alors ça devient du n'importe quoi. Ah oui, il se passe d'autres choses aussi, ça je vais pas me gêner de vous le dire. Il se passe qu'ils ont passé, ils ont voté par derrière nous, la nuit, c'est toujours la nuit qui vote maintenant, hein. Ils votent la nuit, les bidules là. Ils ont voté pour le passeport, hein, vous voyez de qui je veux parler? De quoi je veux parler? Du passeport sanitaire, enfin, ça doit être ça, je crois le nom. Hein, ils nous entubent bien par derrière. C'est comme ça que ça marche de toute façon, hein, ils font tout par derrière. Et remarque pour des ans, hein, c'est pas étonnant pour la mafia tout ça, hein, c'est toujours par derrière qu'ils font. Hein. J'en dirai pas plus. Je m'arrête ici. Ça devient du n'importe quoi. Ah oui. Et puis casse-couille, je l'appelle casse-couille, hein, casse machin, vous ajoutez ce que vous voulez devant, hein, casse-couille. Il a dit de nouvelles choses. Par laquelle que si quelqu'un n'obtempérait pas qu'il était en voiture, on lui enlevait la voiture, on lui enlevait le permis, et voilà. Mais j'ai dit que, bon, qu'il fasse pour les malfrats, je veux bien. Quoique, à force de mettre les gens dans la misère, ils n'ont plus les moyens de payer le permis, ni quoi qu'est-ce. Donc, je donne pas raison aux malfrats, mais il y en a qui vont devenir, qui vont plus pouvoir payer, donc ils vont rouler sans permis ou quoi qu'est-ce. Lui, il prend comme excuse, si vous n'avez pas le permis, si vous roulez sans permis, et puis si vous obtempérez pas, c'est-à-dire que s'ils veulent arrêter n'importe qui selon la tête qu'ils ont, hein, vous voyez ce que je veux dire. Tiens, lui, sa tête me revient pas, je vais l'arrêter. Ils prendront prétexte pour n'importe quoi, ils arrêteront n'importe qui si notre tête ne leur revient pas, et voilà. Et pour mettre des amendes. 75 000 €, je crois, de prunes qu'ils mettront dans les dents, et ils enlèveront le permis, ils enlèveront le véhicule, et puis 2 ans de prison au lieu de 1. 2 ans de prison pour ça. Si tu t'arrêtes pas, parce qu'ils ont envie de t'arrêter pour vérifier tes papiers ou quoi, si tu t'arrêtes pas, ou je sais pas moi, et ben voilà. Mais même, ils prendront prétexte à t'arrêter, même si tu t'arrêtes. S'ils ont envie de te péter la gueule, ils te péteront la gueule. Ils prendront ça comme excuse. Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, je retourne au Da Vinci Code, livre 2. Et page 66, je repars à... Voilà, je continue. J'ai perdu 4 minutes, mais au moins, j'ai dit ce que j'avais à dire.
L'ouverture à l'essence des choses. Les événements sociaux, politiques, religieux et philosophiques ont été influencés par l'événement... Il est midi et quelques, ouais. Les événements sociaux, politiques, religieux et philosophiques ont été influencés par l'avènement d'un nouveau type de pensée occidentale qui pèsera de façon capitale sur tous les événements qui vont suivre. C'est pour cela que nous nous attarderons sur les bases philosophiques de l'école de Milet et du groupe de philosophes présocratiques. Commençons par l'une de leurs découvertes les plus fondamentales, l'ontologie. L'ontologie, elle fut la mère de toutes les découvertes philosophiques antérieures à l'origine de notre forme actuelle de pensée. Elle nous permet d'analyser tous les faits, l'importance, la naissance de Jésus pour la culture occidentale, le développement et ses enseignements ou n'importe quel autre événement de l'histoire ou de notre vie actuelle. Voyons maintenant comment l'ontologie a influencé notre façon de voir et de comprendre les choses. En principe, les différentes doctrines philosophiques de Socrate définissaient chaque fois avec plus de rigueur et de consistance les questions relatives à la nature des choses. Son progrès majeur fut une meilleure précision des meilleurs... Son progrès majeur fut une meilleure précision, un meilleur approfondissement de la question. Il consistait aussi à une réelle et permanente capacité à comprendre l'intime relation entre la question initiale et les conséquences se rapportant à son sujet, ce qui développe la réflexion et répond non seulement à la question, mais aussi envisage son mode de fonctionnement au lieu de s'arrêter à la première question. Quelle est la nature des choses et quelle est son origine ? La présocratique se possède une question plus vaste et plus complexe. Quelle est l'essence des choses? Quel en est son fonctionnement et son but? Les présocratiques posaient une question initiale et ensuite la développaient sur tous les plans, cherchant plutôt la relation entre les mots au lieu de répondre à la question en elle-même. Le fait que nous nous interrogions d'une façon présocratique ne doit pas empêcher de voir l'énorme avancée produite par ces premiers grands penseurs grecs. Je sais pas ce que j'ai chopé dans le nez. Peut-être une petite mouchette. Putain, c'est chiant ça. Produit ces premiers grands penseurs grecs sur l'évolution de notre histoire. Bah, je suis allé sur mes plantes, alors j'ai peut-être chopé un petit moucheron. Il y a des moucherons, je sais pas pourquoi il y a des petites mouchettes, des petits. C'est comme des pucerons, mais des pucerons, ça n'a pas d'ailes. L'énorme avancée produite par ces premiers grands penseurs grecs sur l'évolution de notre histoire. Nous allons développer cela afin de mieux comprendre comment les gens pensaient en Occident. Alors là, on voit des photos. Là, c'est le buste de Socrate. Et puis à côté, c'est... Socrate fut accusé par des aristocrates de pervertir les valeurs morales. Ouais, on l'accusait à tort, Socrate. Là, c'est Socrate... Là, c'est Socrate. Attends, oui, c'est ça. Là, c'est... Merde. Là, c'est le buste de Socrate. Ouais, c'est ça. Et là, on le voit en couleur. On le voit en couleur sur le livre. Comme il était en prison. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, le philosophie grecque consistait à une cosmologie, une science qui étudie la structure et l'évolution de l'univers dans son ensemble. L'intérêt des physiciens et penseurs se concentrait sur la composition de la matière des différents éléments de l'univers. L'origine des choses était attribuée aux différents éléments eau, feu, air et terre, et proportionnée différemment selon les écoles de pensée auxquelles elle appartenait. Mais son monde de fonctionnement et son but restaient sans réponse. Quand on surgit cette nouvelle façon de penser, les premiers philosophes à l'appliquer furent Parménide, Délée et Héraclite d'Éphèse, dont les enseignements eurent leur période de gloire jusqu'à la fin du 6e siècle avant Jésus-Christ. Il était nécessaire, selon eux, de développer les questions plus précisément. Par exemple, à notre époque, nous appliquerons presque comme un automatisme les bases de la pensée présocratique à chaque fois que nous sommes confrontés à quelque chose que l'on ne connaît ou ne comprend pas. Il est clair que cela nous aide à mieux comprendre son origine, son fonctionnement et son but. Notre mode de pensée est à l'origine de recherches de philosophes présocratiques.
L'avancée dans l'histoire de l'évolution de la pensée sera la découverte de la dialectique et qui permet de remonter jusqu'au vrai, jusqu'aux idées de la thèse et l'antithèse et la synthèse. C'est une autre partie de notre héritage grec qui appartient encore une fois à Socrate. Revenons aux présocratiques Héraclite d'Éphèse et Parménide d'Élée. Chacun d'eux réalisa par des chemins différents que le nouvel aspect de la réalité qu'ils avaient trouvé était dû à une seule et unique créature dans tout l'univers. L'homme, sa qualité, le logos, comme l'appelait Héraclite, ou nous comme le dénommait Parménide, dans les deux cas. Il s'agit d'un concept déjà existant dans les communautés initiatiques d'Asie mineure que nous pouvons traduire du grec comme la raison pour le logos héraclitien et l'esprit pour le nous parménidien, l'un comme l'autre, logos, où nous représente le chemin de la connaissance de l'être et des choses et non le jugement des choses telles qu'elles nous apparaissent. La doctrine d'Héraclite affirme que les choses changent d'état constamment. Selon un exemple célèbre, Héraclite regardait couler les eaux d'un fleuve. Il comprit que le fleuve qui passait devant ses yeux n'était pas le même fleuve qu'il voyait car ses eaux se renouvelaient sans cesse, bien qu'en apparence elles semblaient stagner. Il compare toutes les choses à un feu qui s'allume et qui s'éteint constamment. Cependant, ce changement constant des apparences ne se transforme pas en chaos grâce à un pouvoir réel et collectif qui est le logos que possède l'homme. La capacité d'ordonner la connaissance des choses et comprendre la relation qu'elles sont entre elles, la tâche des logos, d'Héraclite et du nous de Parménide, leur meilleur legs à notre postérité est de comprendre l'essence même des choses qui, dans leur apparence les plus superficielles, n'arrivent pas à tromper la perspicacité du logos, capable de découvrir non seulement l'essence même des choses, mais aussi leur interactivité entre elles. Voilà, là le chapitre est terminé. Maintenant, je vais au chapitre 3. Chapitre 3, les Esséniens. Chapitre 3. Et on voit Jésus avec qui porte sa croix. Voilà. Alors, les Esséniens qui éduquèrent Jésus. La nouvelle pensée grecque se répandit sur toute la civilisation occidentale bien avant la naissance de l'Empire. Les philosophes grecs, chargés par les Romains de l'éducation de leurs enfants, transmirent les enseignements de l'école de Milet. Pendant ce temps, de nouvelles formes de cosmogonie virent le jour au Moyen-Orient et principalement en Palestine. Tiens, c'est marrant, en Palestine, là où c'est qu'il y a les vrais juifs. Hein? Ils sont en train de les massacrer, là, en ce moment. Dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, de nouvelles doctrines et sectes faisaient leur apparition. Certaines d'entre elles allaient bientôt entrer en conflit. Pour nos investigations, la plus intéressante dans toute est la communauté juive des Esséniens, qui se voit attribuer de la part de divers auteurs l'éducation de Jésus, de Nazareth, de sa prime jeunesse, jusqu'à ses premières apparitions en public. C'est bizarre hein, qu'ils en parlent pas dans la Bible, hein, de la jeunesse de Jésus. Je connais un rayon, hein. Je connais la vraie histoire. Je sais ce qu'il a fait pendant ses premières années. Il est parti, il est allé dans différents endroits de pays, il a étudié dans des différents temples, que ce soit en Inde, au Tibet, chez les Vikings, chez les druides. Il est allé partout. Puis après, il est rentré là-bas. Et il est bien plus âgé que ce qu'ils ont dit. Hein. 33 ans, non, il était plus âgé. Donc, il est revenu après, hein, chez lui, et puis voilà. Bah oui, il fallait bien qu'il s'initie, non, qu'il apprenne. Bien qu'il a appris du père aussi. Mais bon. Hein? Ah ça, ils en parlent pas. C'est bizarre, ça a disparu, ça. Hein? Jésus, il est comme tous les enfants. Il est sorti de sa maman. Il était tout petit. Et puis, il a bien appris des choses, non, quand même, non? Hein? Avant de devenir le grand rabbi qu'il était. C'est marrant, ça. Il parle pas de ses études. Ben, il a étudié quand même, hein.
Même en Égypte, hein, il est allé dans des trucs. Hein, il y avait des temples hein, aussi. On doit étudier tout. C'est ce qu'il a fait. Alors, découvrons donc qui étaient ces Esséniens, afin de mieux comprendre les schémas de pensée du Moyen-Orient, avant l'arrivée prévue du Christ durant sa vie après sa crucifixion et la fuite de Marie-Madeleine avec sa fille Sarah en Occident. Les premières informations dont nous disposons sur les Esséniens nous sont données par deux ouvrages classiques de l'histoire d'Alexandrie entre l'an 30 avant Jésus-Christ et l'an 40 après Jésus-Christ. Ces textes fondamentaux ont pour titre Code Omnis Probus Fiber Sit S-I-T, et Apologia pro Judas. Judais, J-U-D-A-I-S. Je peux pas dire Judéi parce qu'il n'y a pas de point sur le i. Bien que ce dernier soit perdu, nous avons retrouvé ces références complètes au travers de textes de Juan Eusebio Niedrenberg. La Praeparatio Evangelica, cependant, ce sont les textes de l'historien Flavius Joseph, notamment son essai Oh, Madomi, Flavius Joseph, il faudra que tu t'occupes de ça aussi. Je sais pas pourquoi je te dis ça, ma grande, mais comme tu vas tomber sur ma vidéo, fais des recherches sur Flavius Joseph. Ça fait partie de tes vies passées aussi, ça. Puis de la mienne aussi. Alors, de l'histoire Flavius Joseph, notamment son essai sur la guerre des Juifs, qui nous offre la source principale d'informations sur l'histoire, les pratiques religieuses et l'influence de la secte essénienne de cette époque. Une autre source d'information est l'ouvrage Histoire naturelle écrit par le célèbre historien romain Pline. Romain Pline. Je crois que j'ai dû en lire ça, je sais plus. Oui, sur l'historien romain Pline l'Ancien. Oui, j'ai lu. Le nom essénien vient du mot grec essai. Alors ça s'écrit E-S-S-A-I-O-I, pour ceux à qui ça intéresse d'étudier. Qui signifie saint. Les Esséniens étaient les membres d'une communauté juive fondée vers le 2e siècle avant Jésus-Christ. La situation géographique de la communauté essénienne au temps du Christ nous est dévoilée par Jean Chrysostome. La colonie était basée dans la zone d'embouchure de Wadi Qumran. Là où c'est qu'ils ont trouvé les écrits de Marie-Madeleine et tout ça. Puis des autres, hein, de gens, enfin de beaucoup. Sur les rives de la mer Morte. Des preuves concrètes de cet emplacement ont été trouvées grâce à une fouille archéologique effectuée dans cette région en 1946. De nombreux autres faits ont également été rapportés par des historiens sur l'existence de cette communauté. Kirbe Qumran, où se trouvent actuellement les ruines de Qumran, était situé à 14 km au sud de la millénaire cité de Jéricho et à 2 km de la côte occidentale de la mer Morte. Il existe plus de références historiques sur la communauté des Esséniens que sur les autres peuples, tels les Pharisiens ou les Sadducéens. Nous pouvons en déduire que la communauté la plus importante de cette époque était celle des Esséniens. Pendant un certain temps, les Esséniens furent agités par des luttes de doctrine entre des schémas de pensée et des notions religieuses différentes pour leur prédominance. Oui. Là, c'est quoi? Judische chronique traduite en 1552 en allemand de Bellum, Judasium, guerre des Juifs, libre illustration de la couverture. Excusez-moi, j'ai bu du thé et ça remonte. Et puis là, à côté, là où c'est qu'ils ont trouvé les manuscrits dans la grotte, là. J'en suis d'où, moi? Ouais. Il existe plus de références historiques, alors ça je l'ai lu. Pendant un certain temps, les Esséniens furent, ouais là je l'ai lu, la doctrine juive officielle était celle soutenue par les rabbins des temples, parallèlement à un vaste éventail de doctrines philosophiques d'origine juive, perse, babylonienne et grecque, qui abondaient dans tout le Moyen-Orient. Page 77. Ah, ça me plaît les 7. C'est mon chiffre, alors c'est obligé. Ben ça c'est mon chiffre par rapport avec mon Seigneur Jésus. Alors, c'est obligé. C'est comme ça, puis c'est tout. C'était le pouvoir religieux qui était en jeu. 7777, c'est mon chiffre. Des fois, j'ai reçu le 7774, mais là, c'était pour... Dieu, il m'envoie ces chiffres-là pour m'avertir de beaucoup de choses. Voilà. Alors, c'était le pouvoir religieux qui était en jeu. Des discussions enflammées se tenaient dans les cités et les différentes communautés, allant parfois jusqu'à l'effondrement armé.
Oui, j'ai encore 12 minutes. Petit à petit, le prolongement de cette lutte allait affaiblir lentement les pensées orthodoxes juives et parallèlement renforcer d'autres communautés adverses. L'affaiblissement du pouvoir du grand rabbin à ce moment fut si important qu'il ne resta plus que le temple de Jérusalem et la Torah comme symbole indiscutable de la doctrine originelle. Moi, en tout cas, j'ai les écrits originaux. Enfin, originaux. J'ai pas les trucs trafiqués comme ils ont maintenant, quoi. Hein? Voilà. Parce que maintenant, ils font la Bible, ils enlèvent des morceaux à droite, à gauche. Hein, ils ont enlevé. Alors, à cette époque, il existait 3 principales doctrines qui étaient assez éloignées des principes orthodoxes de Jérusalem. Il faut prendre les Bibles où c'est que s'y marque Yahweh. Là, c'est encore les bonnes Bibles. Il s'agissait de celles des pharisiens, des sadducéens et des esséniens. Les pharisiens croyaient que certains événements étaient l'œuvre directe de Dieu et par conséquent l'homme ne pouvait jamais rien faire pour les éviter, qu'ils soient de nature positive ou négative. Il était soucieux d'une stricte observance de la loi, désireux de se préserver de la souillure engendrée par le contact avec les tenants et l'hellénistes. Et finalement, peu enclins à agir dans le domaine politique, du moins au début, leur organisation était laïque et indépendante du clergé attaché au temple. Les Sadducéens adoptaient l'hypothèse contraire. Ils pensaient que la manifestation de la volonté divine opérait à travers les accomplissements de l'homme, qu'ils soient bons ou pas. Ben évidemment, Dieu il agit que ce soit chez les mauvais ou les bons. Si on veut pas voir ce qu'il nous dit, ben voilà, hein, il nous avertit. Hein. Celui-là qui veut faire qui voit les signes et qui les suit, bah c'est bien, mais ceux qui veulent pas, bah ils font ce qu'ils veulent, hein, chacun est libre, mais bon, voilà. Hein. Tout dépendait de ses actes. Ils possédaient de nombreux alliés en politique et dans l'aristocratie dans l'ensemble. Ils étaient ouverts à l'hellénisme. Les Esséniens, de leur côté, s'opposaient aux croyances des Parisiens et des Sadducéens. Ils affirmaient que la volonté de Dieu dominait tous les événements. Bah oui. Tout ce qui arrivait à l'homme émanait directement de la volonté divine. Bah oui. Si tu fais le mal, tu reçois le mal. Si tu fais le bien, tu reçois le bien. Selon tes fruits, tu reçois. Amen, Seigneur. Comment arrivèrent les Esséniens? En l'an 174 avant Jésus-Christ, une bonne partie du Moyen-Orient était dominée par l'Empire perse. Antiochos Épiphane dirigeait la Judée et la Palestine. Quand apparurent les Essédim, littéralement appelés les pieux. Ils s'opposèrent ouvertement à l'assimilation des habitudes et des idées religieuses perses et grecques, encouragés par le pouvoir régnant immédiatement et avec énergie pour répondre à l'opposition des Hassidim. Antiochos Épiphane fit interdire la pratique du judaïsme. Les Hassidim se réfugièrent alors dans le désert pour fuir les persécutions et continuer de pratiquer leur culte ancestral comme ils l'entendaient. Survint alors Démétrios, un ambitieux usurpateur perse influencé par la culture grecque. Il assassina Antiochos Épiphane et monta sur son trône. Désireux de consolider son pouvoir dans la région, il voulait gagner la faveur des Juifs. C'est pourquoi il désigna au poste de prêtre suprême d'Israël Alcimo de la maison d'Aaron. Suite à ce changement de situation, les Hassidim abandonnèrent le désert et manifestèrent leur volonté de reconnaître Alcimo à la tête du culte juif. Mais le prêtre suprême d'Israël avait peur des rébellions que ces belliqueux Hassidim pourraient organiser. Il fit donc assassiner un grand nombre de leurs chefs. Pris de panique, ceux qui se faisaient appeler les pieux retournèrent à nouveau dans le désert. Une fois leur chef assassinés, ils furent complètement désorganisés et ne retrouvèrent jamais la cohésion de leur mouvement. Cette action compromit toute opposition à l'ordre perse établi soutenu par le prêtre suprême d'Israël. C'est alors qu'en l'an 155 avant Jésus-Christ, le fondateur des Esséniens, le grand prêtre Onias III, qui reçut le titre de maître de justice, se posa immédiatement à la tête de ceux qui rejetaient la pensée grecque, la prédominance perse et la croyance à un temple aux actes impériaux. En effet, la situation avait changé. Les Perses avaient tenté en vain de faire disparaître la culture juive au profit de la culture grecque, mais ces dissidents s'y opposèrent violemment. Le maître de justice Onias III s'était retiré dans le désert aux abords de la mer Morte, accompagné de ses disciples esséniens. Il allait bientôt décider de former des communautés fermées, régies par des règles très sévères. Marie et ses parents dans une peinture de l'époque. Marie, la mère de Jésus, toute petite, avec ses deux parents derrière elle. Là, il y a le temple de Jérusalem. Bon, tu le fais la lumière, toi. Pourquoi qu'il s'assombrit, ce con?
Ouais, c'est pas grave. Vous allez voir quand même. Excusez-moi. Il me reste combien de temps? Oh, bah j'ai encore un peu de temps. Et des règles très sévères. Oui, ok. Alors que l'occupation romaine de la Judée et de la Palestine avançait, le Moyen-Orient était secoué par des batailles sanglantes. Une forte résistance juive s'était formée contre ces nouveaux envahisseurs. Pendant ce temps, les dissidents établis en communauté étaient jetés hors des cités. Ces fameuses communautés qui n'arrivaient toujours pas à trouver d'accord. Bah, pas se mettre d'accord entre eux, excusez-moi, d'accord, oui, à trouver d'accord, voilà. Certains groupes de dissidents participèrent à cette bataille. Ils furent vaincus par les puissantes légions romaines qui finirent par dominer tout le territoire afin de donner une leçon à ces rebelles. Les Romains soumirent les prisonniers juifs à de terribles tortures. Ils incendièrent leurs terres et rasèrent leurs maisons. Finalement, ils détruisirent le temple de Jérusalem en l'an 70 avant Jésus-Christ. 70. Oui, c'est chiffre 70. Le temple de Jérusalem, voilà, c'est ce que je viens de vous montrer, c'est ce que je vous ai montré à l'instant. Les survivants se retirèrent aux abords de la mer Morte. Ils décidèrent de couper tout contact avec les centres peuplés et proclamèrent leurs propres lois. Ils se séparèrent ainsi du reste du peuple juif. C'est alors que se détachait la communauté essénienne. Cette communauté avait en effet réussi à survivre aux sanglantes luttes qui ne s'achevèrent qu'après la complète domination du territoire par les Romains. Nous verrons juste après comment vivait cette communauté et quelle était sa conception religieuse et philosophique. Nous savons qu'elle a accueilli Jésus bien avant ses apparitions publiques et sa crucifixion. Les rituels esséniens. Le principe religieux fondamental des Esséniens était basé sur l'adoration permanente de Dieu. Ben oui. Ils pensaient que les âmes étaient immortelles. Ben oui. Si bien que les hommes qui avaient été justes durant leur vie sur terre étaient récompensés après leur mort. Ben oui, c'est une grande vérité. Les rites de purification avaient une importance primordiale. C'est pourquoi les sacrifices d'animaux étaient habituels lors de ces cérémonies rituelles. Ils devaient avoir une conduite irréprochable tant dans leur vie de tous les jours que dans l'expression de leurs convictions. Les Esséniens se consacraient principalement à l'agriculture. Citons ici Flavius Joseph quand il dit « Une de leurs pratiques suscite particulièrement l'admiration des autres aspirants à la vertu, puisqu'il n'existe rien de semblable ni chez les Grecs, ni chez les étrangers. Il s'agit de leurs pratiques très anciennes consistant à mettre dans leurs biens en commun. Jamais cette pratique ne s'était essoufflée. » Ouais, oui. L'homme riche n'obtient pas plus de bénéfices de sa propriété que celui qui manque de tout. Et ceci est une pratique que respectent plus de 4000 hommes. Ils ne prennent pas non plus d'épouses et n'admettent pas d'esclaves, puisqu'ils considèrent que l'esclavage provoque l'injustice et que le mariage est motif de dispute. Oh bah non, bah bon. Par conséquent, ils vivent seuls et s'aident les uns les autres. Oui, mais là, c'est-à-dire, ceux qui étaient mariés, il y en avait qui étaient mariés quand même, faut pas dire non. Jésus a bien dit procréer et remplissez la terre, hein, quand même, hein. Excusez-moi, Jésus, il était marié. Bon, bah les autres aussi, hein. Il y en avait qui étaient mariés. Ils allaient par couple prophétiser la bonne parole partout, hein. Hein, ceux qui suivaient Jésus il y a 2000 ans, ils étaient mariés, hein. Alors, là, c'était bien avant. Bon, d'accord. Mais bon, ils élisent des hommes bons pour administrer leurs revenus et les produits de la terre, et des prêtres et pour fabriquer du pain et d'autres aliments. Leur manière de vivre est très proche de celle des Daces, appelés Polistas. Les Esséniens restent célibataires. Ils choisissent les fils des autres pendant qu'ils sont influençables et adaptables à l'éducation de leurs coutumes. D'autre part, ils estiment ces fils d'autres personnes comme s'ils étaient les leurs et ils les éduquent selon leurs coutumes. Ils ne nient pas la convenance du mariage ni de prétendre en finir avec ce mode de vie entre hommes. Ils se ménagent plutôt contre la luxure féminine car sont convaincus qu'aucune femme n'est fidèle à un seul homme. Mon cul sur la commode. J'ai toujours été fidèle avec mon compagnon. Et lui aussi. Faut arrêter, quoi. Faut arrêter de dire que les femmes sont toutes des putes et qui couchent à droite, à gauche. Il y en a marre, quoi. La femme, c'est une pute. Allez, vas-y. Depuis Adam et Ève, vas-y. Hein, depuis Ève, ça y est. On nous met tout sur le dos. Faut arrêter les conneries. Ah oui. Mon petit coup de gueule, encore. Vas-y. C'est normal. Oh la vache, j'ai des flashs. Je sais pas ce que vous me dire, mais j'ai des trucs qui m'arrivent, dis donc. Ils déprécient les richesses et leur forme de vie en communauté. C'est extraordinaire entre eux. Aucun ne possède plus de richesse que l'autre. En accord avec leurs principes, ceux qui entrent dans la secte doivent donner tous leurs biens afin que toute la communauté en profite.
Ils considèrent que l'huile est un élément qui pollue. Si un enseignant a un quelconque contact avec de l'huile, même par accident, il frotte le corps. Ils considèrent comme une convenable de conserver la peau sèche et de s'habiller toujours de blanc. Ils élisent les administrateurs. Ah bah si j'ai encore 2 minutes. Chargés de propriété commune, ils sont traités avec une absolue égalité, quels que soient leurs besoins. Voilà. Ils ne vivent pas en une seule cité, mais sont repartis dans plusieurs d'entre elles, sur tout le territoire. Quand arrive un membre d'autre ville, ils lui offrent tout ce qu'ils ont comme s'ils étaient de leur famille. Ils le traitent comme si c'était quelqu'un de très connu par la communauté, même s'ils ne l'avaient jamais vu auparavant. Bah, c'était très bien. C'est pour cela que quand ils voyagent, ils n'importent rien avec eux, sauf leurs armes indispensables pour affronter les bandits. Dans chaque ville, un responsable de la communauté a pour mission de protéger les étrangers et de leur procurer tout ce dont ils ont besoin. Ils ne changent leurs vêtements et leurs chaussures que quand ils sont cassés ou usés. Ils n'achètent ni ne vendent rien entre eux, mais chacun donne à l'autre ce dont il a besoin, recevant en échange quelque chose qui peut lui être utile. Indépendamment des trocs, rien ne les empêche d'accepter de n'importe qui tout ce dont ils ont besoin. Leur miséricorde est extraordinaire. Ils n'abandonnent pas des sujets profanes avant que le soleil ne se lève, mais récitent certaines oraisons reçues de leur père pour prier l'astre du roi d'apparaître. Ensuite, leur chef les renvoie pour que chacun s'applique à son travail avec enthousiasme jusqu'à la 5e heure, heure après laquelle ils se réunissent et prennent des bains en groupe. Voilà. Les rites de purification achevés, ils se groupent en quelques maisons et ne peuvent entrer des individus d'une autre communauté. Voilà, j'arrête ici, je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Voilà, gros bisous. Oui, parce qu'il ne reste plus qu'une minute. Alors, je suis à la page 84 et je suis arrêtée à autre communauté. D'accord. D'accord. Oh tiens, les autres qui remettent de la musique au bout. Ah bah, ils sont repartis. Hein. Vous êtes repartis, les gars? Ah. Ils font fort quand même parce qu'ils arrivent à faire vibrer les carreaux. Hein. Ils sont à 3 blocs plus loin. Hein. Voilà, petit arbre à parler, c'est bon. Hein. Ouais, il reste encore quelques petites minutes. Ah oui, voilà. 40 secondes, 42. Ah là là, ça y va. Bon, bah j'arrête ici. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Et puis voilà, mon rabbi, je te bénis. Et voilà. J'ai été piqué par une araignée. Hein. C'est pas marrant. Bon. J'expliquerai l'histoire de l'araignée plus tard.